Donc, c'est ça, c'est un projet que je mène avec Daniel Bélanger à l'Université Laval. Donc, on fait mobilité et trajectoire migratoire au Canada, une recherche en cours. Donc, on va utiliser notamment les données de la BIDIM. Simplement un peu pour le contexte, bon, les travaux beaucoup sur l'immigration au Canada portent beaucoup sur l'immigration elle-même. Très souvent aussi vont circonscrire leur regard à certains statuts et uniquement à certains statuts. On va s'intéresser aux réfugiés, on va s'intéresser aux travailleurs, travailleurs temporaires, aux résidents permanents et aussi on va s'intéresser donc aussi à certaines catégories d'immigration, regroupement familial, on va s'intéresser aux migrants économiques. Et en fait, bon, pour nous, c'est un peu manquer quelque chose, en fait, on essaie de penser un peu l'immigration comme quelque chose beaucoup plus sur un continuum. Une même personne peut avoir différents statuts tout au long de son parcours. Elle a une vie avant la migration, elle a une vie après la migration et pendant la migration. Donc, c'est ça qu'on essaie un peu de penser. Et on essaie de penser aussi que les catégories d'admission, rentrer comme migrant économique, rentrer comme regroupement familial, ça ne dit pas tout sur le parcours du migrant. Très souvent, le migrant économique, parce que c'est la façon, une catégorie économique de travailleurs qualifiés va l'utiliser pour rentrer au Canada, mais n'est pas qu'un travailleur, il y a aussi une famille, il y a aussi d'autres dimensions de sa vie dont on veut tenir compte. Ça l'est d'autant plus que on est dans un contexte où des migrations internationales, beaucoup axées sur la mobilité, la circularité des gens qui arrivent, qui repartent, qui circulent à travers les différents pays. Et donc, c'est assez malgré beaucoup de travaux sur l'immigration se font, mais c'est assez peu utilisé, notamment au Canada, justement, sur cette grande mobilité, cette circularité. Et donc, et évidemment, le contexte canadien, aussi les récentes réformes dans les politiques migratoires, recours accru aux travailleurs étrangers temporaires, réformes aussi dans le mode de sélection des immigrants. Donc, tout ça, en fait, qui viennent un peu, qui s'inscrivent dans un contexte de mobilité et donc d'essayer de voir justement les politiques migratoires cherchent à avoir les plus qualifiés. Est-ce que ces gens-là restent? Ou est-ce que finalement, ils finissent par repartir? Donc, c'est un peu ça qu'on cherche à documenter. Donc, en fait, l'objectif général de notre projet, c'est à partir du concept de mobilité, ce projet vise l'étude des migrations au Canada en intégrant la complexité des trajectoires migratoires et le décloisonnement des catégories d'immigration. Donc, en fait, c'est partir de l'idée que les migrants qui arrivent au Canada ont une histoire. Elles peuvent avoir effectué plusieurs migrations, avoir eu différents statuts migratoires au Canada. Puis bon, c'est un peu ce que Rose Evra disait, on rentre comme temporaire, on devient permanent. Et donc, il y a tous ces différents statuts, et même aussi dans les statuts temporaires, on peut être comme travailleur, étudiant, combiner les deux, etc. Donc, c'est ce qu'on cherche un peu à documenter, mais aussi, les migrants peuvent aussi retourner dans leur région d'origine ou migrer vers une autre destination. Donc, c'est vraiment cette idée de mobilité, de circularité, en fait, qu'on cherche un peu à documenter à travers notre projet. En fait, donc, qu'on décortique, mais les trois sont liés ensemble, c'est d'une part mieux documenter justement la trajectoire migratoire, pré-migratoire, en fait, la trajectoire, en fait, qui serait pré-Canada, en fait, d'où viennent les migrants, quel pays ils ont traversé, où ils ont vécu, où ils ont éventuellement étudié, travaillé, etc. Trajectoire au Canada, justement, cette idée de transition de statut, les différents statuts qu'une personne peut avoir, mais également la mobilité géographique, mais mobilité sociale également qui nous intéresse, et également aussi cette émigration des immigrants qui repartent. Donc, évidemment, c'est un large projet de recherche. Et donc, qui s'appuie en fait sur ce concept de mobilité dont j'ai parlé, donc cette idée selon laquelle justement les
on n'est plus dans la migration, c'est vraiment une mobilité, une circularité entre différents pays, mais aussi en différents statuts. Mais donc, on s'appuie aussi sur l'approche des parcours de vie qui, justement, invite à prendre en compte le temps. Et donc, évidemment, les données longitudinales pour nous sont particulièrement intéressantes, mais également de prendre en compte aussi les multiples aspects intégrés. Bon, on s'intéresse à la migration, mais les personnes qu'on étudie ne sont pas que des migrants, mais ce sont aussi, ils font partie d'une famille, ce sont des travailleurs, ce sont éventuellement des gens qui ont différentes dimensions de vie et donc qui sont, comme je disais tout à l'heure, les catégories administratives, le travailleur qualifié qui rentre au Canada, il est un travailleur, mais il y a une vie également et dire, est-ce qu'on peut dire échec de sa migration parce qu'il n'a pas nécessairement l'emploi qu'il aurait souhaité, alors que si toutes les dimensions de la vie familiale, par exemple, sont satisfaisantes. Donc, évidemment, c'est essayer de prendre en compte ces différents aspects-là. Les vies interreliées aussi, c'est de prendre en compte justement les gens qui ne vivent pas seuls. Et c'est encore une fois, des données comme la BIDIM permettent justement à recomposant les familles d'essayer de prendre en compte l'influence que peuvent avoir ce qui se passe dans la vie d'un individu sur les autres individus avec qui il partage sa vie. Et c'est de prendre en compte également aussi les contextes sociaux dans lesquels s'inscrivent les vies des individus et notamment l'immigration. Et donc, ce projet-là s'appuie sur un devis mixte, c'est-à-dire on combine à la fois les méthodes quantitatives à partir de différentes bases de données et méthodes qualitatives avec des entrevues, notamment, jusqu'à présent, en fait, je pense que c'est sur la prochaine planche, en fait, c'est ce qu'on a fait jusqu'à présent ou les chantiers qu'on a amorcés, notamment, c'est seulement l'effet de la trajectoire migratoire sur l'insertion en emploi de qualité. Ça, c'est pas fait avec la BIDIM. C'est fait à partir, en fait, de l'ELIC, où on s'intéresse, en fait, c'est un de nos étudiants au doctorat qui s'intéresse à les trajectoires directes ou indirectes et selon aussi en fonction des pays d'origine sur l'insertion en emploi, mais pas juste dire est-ce que la personne occupe un emploi, mais est-ce qu'elle occupe un emploi de qualité ou non. Parmi ces projets-là également, on s'est intéressé aussi au statut de résidence temporaire et revenu d'emploi, l'effet en fait de, ça c'est à partir des données de recensement, le fait d'avoir un statut de résident temporaire plutôt que résident permanent, est-ce que ça a une influence sur le salaire et est-ce que c'est lié à un salaire moins élevé, plus élevé? Et donc, il y a les travaux de Feng Hu qui montraient que justement, le passage du temporaire à permanent. En fait, ceux qui avaient eu un passage comme résident temporaire avant d'être permanent gagnaient plus que ceux qui étaient venus direct, qui n'avaient pas eu de statut temporaire avant. Nous, ce qui nous intéressait, c'est le statut temporaire. Si on reste temporaire, est-ce que ça a une influence sur le revenu d'emploi? Et ce qu'on constatait, c'est que pour les travailleurs les plus qualifiés, le fait de rester temporaire finalement devenait une espèce affectait à la baisse le revenu. En fait, la progression salariale était moins importante que pour les groupes et même avec les autres groupes, mais même avec le temps. S'intéresser aussi dans la vie plus qualitatif sur les transitions de statut chez les travailleurs qualifiés. On parle beaucoup, en fait, de la situation des travailleurs temporaires et notamment beaucoup de travaux sur les travailleurs les moins qualifiés, l'effet des conditions de travail qui sont souvent peu avantageuses. On dit que les travailleurs qualifiés temporaires ont des conditions et ont accès à la résidence permanente, mais un des chantiers qu'on a menés, c'était justement de voir cette transition, l'accès à la résidence permanente, qu'est-ce que ça peut avoir comme effet, est-ce que ça se fait facilement et comment c'est vécu, et ça montre quand même non seulement la grande ingéniosité finalement des travailleurs migrants qualifiés pour accéder à la résidence permanente qui paraît simple à obtenir, mais qui est finalement très complexe. On s'intéresse également, donc,
dans l'autre chantier à l'insertion professionnelle, 2 cohortes d'immigrants à Montréal, où on a essayé de voir, ben, est-ce que, en fait, à partir des données de recensement, c'est un peu ce qui motive aussi notre intérêt pour l'immigration des immigrants, où on s'intéressait à essayer de voir est-ce que la situation économique des immigrants qui est arrivés à Montréal s'améliorait avec le temps. Est-ce que leur insertion, il y avait les travaux de Victor Piché et Jean Poirier qui avaient montré qu'après 10 ans, la situation se stabilisait et en fait que finalement, les écarts de revenus disparaissaient. C'est ce qu'on a cherché un peu à voir à partir des données de recensement et ce qu'on a un peu observé, c'est qu'on ne reproduisait pas beaucoup tout à fait l'analyse en fait qui avait été faite par Victor Piché et Jean Renaud, mais justement avec l'hypothèse que ben, il y a des gens qui sont partis quand on travaille avec les données de recensement, bien évidemment, on ne suit pas les mêmes personnes, ce sont des pseudo-cohortes, et on arrivait un peu à la conclusion que ben, faudrait s'intéresser à ceux qui repartent pour mieux saisir finalement, est-ce que finalement la situation s'améliore avec le temps ou c'est parce que ceux pour qui ça allait le moins bien ont fini par quitter. Donc, c'est ce qui nous amène, entre autres, notamment aussi à s'intéresser à l'immigration des immigrants. Actuellement, en fait, les seules données dont on dispose, en fait, c'est soit on travaille avec les données de recensement, mais les données de recensement, on va suivre des pseudo-cohortes, on va suivre des groupes d'individus, puis dire, ben, OK, ben, il y en avait tant en 2006, il en reste combien en 2011, et on va supposer, évaluer, estimer des taux d'émigration. Mais autrement, ben, les seules données dont on dispose pour ça, ce sont les données, en fait, de l'ABDIM. Et c'est de ça, en fait, un peu ce que je vais vous présenter, en fait, dans cette partie de recherche-là, où on s'intéresse justement, on cherche à estimer l'immigration des immigrants. En fait, l'ABDIM, au-delà, en fait, de juste cet aspect de l'immigration, en fait, un potentiel analytique, Rose Evra en a parlé tout à l'heure, l'a bien démontré. Notamment, on a quelques informations sur les caractéristiques et trajectoires pré-Canada, notamment pays de naissance, pays de résidence permanente, pays de citoyenneté, niveau et année d'études, niveau de compétences professionnelles, connaissance des langues officielles, état matrimonial, qui sont des informations, en fait, qui sont utiles. Il y en a aussi avec qui la personne est venue. Donc, est-ce que l'immigrant est venu seul? Est-ce qu'il est venu accompagné avec conjoint, conjointe, enfant, etc. Donc, évidemment, c'est des informations qui ont un potentiel analytique important. On a des informations également sur le statut caractéristiques trajectoire au Canada, notamment le statut antérieur au Canada, comme je le disais, est-ce que la personne a été résident temporaire avant, comme permis d'études ou permis de travailleur. On a évidemment la catégorie d'immigration, est-ce que la personne est rentrée comme réfugiée, regroupement familial, etc. Les intentions sur le marché du travail et profession. Profession envisagée. Je ne sais pas pourquoi c'est familial qui est écrit là. Il y a eu une mauvaise relecture, etc. Ensuite, bon, les caractéristiques et trajectoires familiales, bon, on peut suivre à travers justement les déclarations de revenus, les changements familiaux, est-ce que s'ajoute une personne, etc. On pourrait saisir aussi les ruptures de famille, d'union, etc. Activité sur le marché du travail, est-ce que par la déclaration de revenus, est-ce que la personne travaille, est-ce que son conjoint travaille? On a donc évidemment le secteur d'activité. Donc, revenus, patrimoine, le patrimoine avec justement les REER, etc., donc ce qui peut être déclaré. Et on pourrait aussi avoir des informations aussi sur, bon, c'est pas les meilleures informations qu'on peut avoir, mais sur la santé avec, entre autres, les déclarations, les crédits d'impôt pour tout ce qui est un peu soins médicaux, etc. Donc, ils peuvent nous donner un proxy, finalement, un peu aussi de la trajectoire de santé des individus et de leur famille. Et tout ça pour essayer de comprendre, en fait, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est l'immigration, c'est-à-dire que ces gens qui repartent, soit
qui repartent du Canada, soit pour retourner dans leur pays d'origine ou pour migrer à dans un autre pays. Évidemment, on ne peut pas savoir est-ce que la personne est retournée dans son pays d'origine ou est-ce qu'elle elle est partie ailleurs, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est d'essayer de saisir déjà, ça serait déjà une bonne contribution, de mesurer justement ces départs-là. Et ce qu'il faut savoir aussi, toujours dans ce concept de mobilité, de penser que ces départs peuvent être suivis d'un retour éventuel au Canada. Donc, ce qui va rendre complexe aussi la définition, en fait, de la manière de mesurer les départs. Donc, à partir de la BDIM, comme je disais, ce sont les seules données dont on dispose au niveau individuel et longitudinal pour mesurer les départs. Comme le disait Rosevra tout à l'heure, les données de la BDIM sont quand même limitées pour ça. Les immigrants ne sont pas tenus de déclarer leur départ. Une fois qu'ils quittent le Canada, ils ne sont pas tenus dans une dernière déclaration de revenus de dire « je suis parti, j'ai quitté le Canada ». Et donc, certains le font, mais d'autres ne le font pas. Et donc, les méthodes, en fait, qui sont généralement utilisées pour mesurer et mesurer les départs, c'est l'absence de déclaration de revenus. Et c'est un peu la discussion que je veux un peu avoir avec vous aujourd'hui parce qu'en fait, on est encore un peu en réflexion. On a 3 méthodes, en fait, dans la littérature à partir des absences de déclaration de revenus qui sont utilisées, qui ont été utilisées dans le passé pour mesurer les départs et qui nous apparaissent quand même limitées, comporter chacune de leurs limites. Et on est encore en train de réfléchir à la façon, est-ce qu'on peut essayer de parvenir à améliorer ça. Évidemment, les propositions que vous pourrez nous faire vont être appréciées. Donc, c'est l'absence de déclaration de revenus pour définir les migrants. Donc, c'est justifié, c'est-à-dire la personne nous dit, je ne déclare pas le revenu parce que je n'habite plus au Canada. Évidemment, c'est facile de la juger comme personne, comme étant une migrant. Si elle ne nous dit pas, puis évidemment, la personne peut aussi ne plus faire de déclaration parce qu'elle est décédée. Donc, ça, c'est la façon simple pour régler des cas où, évidemment, la personne qui fait des déclarations de revenus année après année, c'est facile de déterminer qu'elle n'est pas migrée, qu'elle n'est pas repartie. Et donc, c'est des cas faciles à régler. Mais il reste ces personnes, et qui sont très souvent des migrantes, qui sont vraiment la population qui nous intéresse, qui ne le diront pas, en fait, ne vont simplement cesser de faire des déclarations de revenus. Et c'est à partir de quand on peut penser qu'ils sont partis. On a les premiers avec Heather Dryburgh et Jason Hamel qui ont, en 2004, dans Tendance sociale canadienne, estimé à partir de la BDIM l'immigration et ce qu'ils faisaient, donc, c'est ça, toujours à partir de il y a absence de déclaration de revenus sans justification. Ils n'ont pas dit « je suis parti », ils n'ont pas dit pas une déclaration comme quoi la personne était morte. Et eux, ce qu'ils ont fait, c'est est-ce que l'année précédente, est-ce qu'il y a eu une déclaration de revenus? Et donc, 2 années sans déclaration de revenus. Et si la personne avait migré avec d'autres personnes et que tous avaient cessé de faire leur déclaration de revenus en même temps, alors on pouvait considérer que c'était un migrant. Donc, chez eux, les migrants, c'était ceux qui déclaraient être partis, d'avoir quitté le Canada, et ceux qui avaient migré avec d'autres personnes, donc leur famille, qui ont tous cessé de faire des déclarations de revenus, qui sont considérés comme des migrants. Évidemment, on voit déjà la grosse limite de cette mesure-là. Ceux qui ont migré seuls, finalement, ils ont sont pas inclus, ils ne sont pas considérés, ils ne sont pas inclus dans le calcul de l'immigration et donc sont considérés comme non-migrants dans le taux taux d'émigration, finalement, ils n'y contribuent pas. Donc, première question. Et évidemment, l'autre problème un peu qui se pose, c'est est-ce que la famille avec laquelle une personne a migré éventuellement, qui ont
avec qui ils sont arrivés, est-ce que cette famille-là, elle est encore pertinente au moment, je ne sais pas, 10 ans, 20 ans après la migration pour prendre en compte, dire, ben, ah oui, ils ont tous cessé de faire des déclarations de revenus. Est-ce que ces gens-là habitent nécessairement encore ensemble à ce moment-là? Est-ce qu'il y a eu des ruptures? Et donc, évidemment, on se questionne un peu sur cette définition de prendre la famille, je veux dire la famille d'origine, la famille à l'arrivée. Est-ce qu'elle est la bonne définition? Évidemment aussi, la question de dire, est-ce que cesser de faire ces déclarations de revenus en même temps, il y a des personnes dans la famille qui ne feront pas nécessairement de déclaration de revenus. Il y en a certaines qui vont cesser, qui vont en faire au début, puis qui vont cesser au fil des années. Donc, ça devient un peu problématique pour déterminer, dire, à partir de quand dire, est-ce qu'ils ont tous, si on retient juste ceux qui ont cessé en même temps, on risque d'en échapper beaucoup. Donc, mesure, mais qui nous arrive avec un taux d'émigration, 4,3 de tous les immigrants arrivant entre 90 et 98, ayant produit des déclarations de revenus pendant les années 90, avaient émigré avant l'an 2000. Elle, c'était pour ceux entrés comme travailleurs qualifiés, si je me souviens bien. Autre manière, je pense, c'est la plus simple, c'est Edemir et Robinson qui ont, eux, simplement finalement, on prend absence de déclaration pendant 4 ans. Les personnes cessent, donc ont déjà fait une première déclaration et là, on a un trou de 4 ans pour ces personnes-là. Et puis, si évidemment, donc au bout de 4 ans, s'ils n'en ont toujours pas refait, on peut penser que ces gens-là sont partis, on peut les considérer comme migrants. Évidemment, eux s'intéressaient aux hommes qui avaient migré entre, si je me souviens bien, c'était entre 25 et 55 ans ou quelque chose comme ça. En tout cas, c'était vraiment les hommes actifs, ou peut-être 25-45 ans, hommes actifs. Donc, cette mesure-là peut paraître pertinente pour ceux qui sont vraiment les immigrants qui vont vraiment s'intégrer sur le marché du travail et avec des déclarations de revenus annuelles, etc. Mais évidemment, ça se devient un peu problématique si on prend, par exemple, des situations où, par exemple, d'une conjointe qui ne serait pas nécessairement active sur le marché du travail ou qui pourrait avoir une période de 4 ans pendant que les enfants sont jeunes ou finalement elle est retirée du marché du travail, elle ne fait pas nécessairement de déclaration de revenus. Donc, on pourrait facilement avoir des trous de 4 ans pour certaines femmes notamment, et sans que la personne soit nécessairement à considérer comme migrant. Donc, évidemment, c'est un questionnement. En même temps, cette idée du 4 ans, par contre, elle est pertinente dans la mesure où les trous de déclaration, j'étais à Statistique Canada la semaine dernière et j'ai essayé ces différentes méthodes-là, et des trous de 2 ans, oui? Oui. Oui. OK. 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 Mais bon, ça allait ce que j'ai pu faire parce qu'eux ont fait quand même une analyse de survie. Je ne suis pas encore rendu là, mais avec les taux d'émigration, c'est sûr qu'avec la méthode 4 ans, j'arrive avec des résultats qui sont différents de la méthode 2 ans, mais avec toutes les restrictions au niveau des familles. Cela étant, c'est ça, cet avantage-là, ça permet aussi d'éliminer éventuellement les situations où la personne aurait des revenus insuffisants pendant quelques années ou vraiment qui est en situation de pauvreté, qui n'aurait pas fait de déclaration pendant 1 an ou 2, mais des situations un peu qui montrent que finalement, c'est toujours assez temporaire et généralement, ce type de pauvreté-là ne dure pas nécessairement dans la durée. Donc, qui peut penser que finalement, cette méthode de 4 ans peut être intéressante.
Le souci, par contre, c'est que ça veut dire, par exemple, on a les dernières données dont on dispose des déclarations fiscales, c'est 2014. Ça veut dire que ben, l'immigration, on peut la mesurer jusqu'en 2010 donc, on a déjà un recul, on est déjà 7 ans en retard pour donc, c'est des cohortes qui seraient arrivées au plus tard en 2010 qu'on pourrait suivre pour avoir 4 années de suivi pour être capable de mesurer leur immigration. Donc, évidemment, ça retarde toujours un peu finalement notre mesure finalement de l'immigration. Mais eux, avec leur méthode, donc en fait, donc, il y avait 78, à peu près 80% des immigrants arrivés. Eux, c'était dans les années, c'est ça, depuis 1980. Donc, à peu près 80% étaient toujours là après la première année et 63% après. Donc, finalement, il y avait un taux d'immigration après 20 ans d'à peu près de 35%. Donc, deuxième méthode. Et la troisième méthode, en fait, qui n'a pas été publiée, qui avait été en fait un peu développée par une étudiante de ma collègue, c'est un peu inspiré de la première méthode. C'est-à-dire, bon, on regarde 2 ans sans déclaration de revenus. Et on distingue entre ceux qui sont venus seuls et ceux qui sont migrés avec d'autres membres de leur famille. Donc, en fait, c'est à peu près la même chose pour ceux qui sont venus avec les membres de la famille. Avec les mêmes problèmes, ben, tous devraient avoir cessé en même temps de faire leur déclaration pour considérer comme migrants. Mais elle a développé pour ceux venus seuls, moins de 55 ans, ceux qui ont moins de 55 ans qui cessent de faire des déclarations de revenus, donc qui seraient en âge actif et qui pourrait supposer qui devraient faire des déclarations de revenus et qui n'en font pas, va les considérer comme migrants. Évidemment, ben, pour ceux de plus de 55 ans, ben, elle les inclut pas comme tels dans son calcul de migrants. Et ben, évidemment, ben, si on s'intéresse à la migration de retraite, tous ceux qui repartent après leur vie active, bien évidemment, on a un gros, on va sous-estimer de beaucoup les migrations. Donc, en fait, c'est un peu faire du pouce sur ce que disait Rose Evra tout à l'heure, mesurer l'émigration à partir de la BIDIM. Il n'y a pas de solution miracle, en fait. Puis, en fait, les questions, c'est est-ce qu'on doit prendre 2 ans, 4 ans comme espace sans déclaration de revenus? On n'a pas encore tranché la question. Assurément, des trous de 2 ans, il y a c'est fréquent dans les déclarations de revenus. Le nombre de migrants qui, après une première déclaration, vont avoir un trou de déclaration de 2 ans. C'est assez fréquent. Est-ce que ça s'explique parce que c'était des revenus trop faibles ou c'est parce qu'ils ne travaillaient pas? Ou est-ce que parce que justement, de manière cohérente avec notre concept de mobilité, parce qu'ils sont repartis, qu'ils sont revenus par la suite? Et donc, évidemment, c'est un peu un questionnement qui n'est pas encore résolu et qu'il faudra probablement explorer justement un peu les caractéristiques de ces personnes-là. Ensuite, ben justement, comme il semble y avoir des départs, mais des retours, puis d'autres départs, est-ce qu'on est-ce qu'on mesure le premier départ après la migration ou on prend plutôt dire, ben OK, on part de 2014 et on remonte, dire, ben là, on étudie finalement le dernier départ du migrant. Évidemment, ben, ça peut avoir des impacts sur les résultats qu'on va obtenir. Comme je le disais aussi, le questionnement, c'est est-ce que on prend le groupe d'arrivants, la famille avec laquelle le migrant est arrivé, ou est-ce qu'on ne devrait pas étudier davantage la famille fiscale? Et c'est un peu la question que je n'ai pas encore résolue parce que, bon, mais est-ce qu'on ne devrait pas essayer, justement, dans le cas des conjointes éventuellement qui ne feraient pas de déclaration de revenus ou qui auraient cessé de faire des déclarations de revenus? Et là, peut-être je pose ma question aux gens de Statistique Canada. Est-ce qu'on
on peut identifier finalement, on est capable d'identifier le conjoint, mais j'imagine que si la conjointe ne fait pas de déclaration de revenus, est-ce que, ou n'en fait jamais, on la retrouve, est-ce qu'elle va être identifiée dans la déclaration de son conjoint, dans la BDIM? Oui. On va avoir le numéro, elle va être associée. Donc, on l'a. OK. OK. Un des membres qui l'ait fait. Donc, en fait, donc, il y aurait possiblement, et je pense que cette possibilité-là serait probablement peut-être plus porteuse pour essayer de repérer, en fait, le tranchant entre les cas, par exemple, des conjoints, des conjointes qui cessent de faire des déclarations avant leur conjoint, de voir et d'essayer d'identifier, est-ce que considérer que si le conjoint ou la conjointe a fait une déclaration, considérer qu'il y a eu déclaration fiscale pour la migration, parce qu'évidemment, c'est la migration individuelle, même si ça se fait dans des contextes familiaux, qui nous intéressent. Donc, en fait, c'est peut-être les données de la BDIM, ce que vous me semblez me confirmer, semblent permettre de le faire, et c'est ce que je semblais voir là, la semaine dernière quand j'étais à Statistique Canada. Donc, oui. Mm-hmm. OK. 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 Donc, elle s'est améliorée pour la peine. Donc, si je comprends bien, OK. 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 Donc, je pense qu'on va être en mesure, puis j'aurais aimé pouvoir vous arriver avec un modèle, notre propre modèle, mais on est un peu en train d'essayer de le développer. Mais ce que ça montre quand même, c'est qu'il y a, ce n'est pas des informations parfaites, mais il y a moyen quand même d'essayer d'estimer, et de ce que je comprends mieux que par le passé, l'émigration chez les immigrants. Reste un peu, par contre, la question et qui n'est pas encore résolu, mais peut-être que là, c'est en prenant en compte les revenus et avant la retraite pour essayer de saisir l'immigration à la retraite, d'essayer, la méthode de dire, après 55 ans, on les considère non migrants. Évidemment, ce serait à améliorer. Donc, en tout cas, c'est un aspect qu'on doit encore réfléchir. Et un peu aussi la question, on l'a vu, il y a des méthodes. La méthode de 4 ans marche très bien pour les personnes qui sont actives sur le marché du travail. Ce que je n'ai pas précisé, mais dans leur méthode, on avait comparé aux estimations qu'on pouvait faire avec le recensement et c'était à peu près semblable. Mais évidemment, est-ce que cette méthode-là peut s'appliquer telle quelle à d'autres groupes qui ne seraient peut-être moins actifs ou de manière moins régulière sur le marché du travail. Donc, c'est un peu les questionnements qu'on a actuellement. Voilà. Donc, c'était un peu l'idée. C'est ce que Jean m'avait demandé de venir présenter. Je dis, on n'est pas rendu très, très loin, mais voilà un peu illustrer en fait comment on peut utiliser la BDIM dans le cadre de notre projet. Évidemment, là, j'ai mis l'accent sur l'immigration de retour, mais il y a toute la question aussi des transitions de statut. Évidemment, c'est les personnes qui sont résidentes permanentes au final, mais voir quels sont les différents statuts qu'ils ont pu cumuler tout au long de leur parcours. Évidemment, c'est un aspect qui nous intéresse et que la BDIM va nous permettre d'examiner. Évidemment, ce qu'on essaie, cette donnée-là aussi, le fait de pouvoir recomposer, ou en tout cas, en bonne partie, les familles vont être capables, on va être capable de voir parce qu'on fait l'hypothèse de dire, ce n'est pas uniquement des aspects liés au marché du travail qui vont motiver quelqu'un à quitter ou à rester, mais également, c'est d'autres aspects aussi liés à la famille, à d'autres dimensions de la vie qu'on cherche à essayer de prendre en compte à partir de la BDIM. Là, on a eu un peu la discussion, mais c'était un peu là-dessus que je voulais un peu alimenter pour la discussion, mais on l'a eu un peu tout à l'heure. Évidemment, la migration serait très facile à mesurer si on avait un petit couplage avec les données de recensement, même si
si c'était cycliquement aux 5 ans, ben, est-ce que la personne a été recensée ou non en 2011, en 2016, est-ce qu'elle est couplée à la BIDIM? Ça serait drôlement, en tout cas, en théorie, ça serait facile et ça serait, on aurait beaucoup moins à se casser la tête comme on le fait actuellement. Et la question aussi, on m'avait parlé de l'enquête sur la population active. Est-ce qu'elle ne pourrait, parce qu'on parlait justement des données de l'emploi, est-ce qu'elle ne pourrait pas être couplée avec la BIDIM? Donc, en fait, voilà, c'était un peu les questions, en fait, mais bon, on a un peu que je voulais poser. Voilà.